tous et à toutes pour débattre aujourd'hui d'une émission que nous avons tous suivie sur la première chaîne belge, la RTBF, une émission titrée La Belgique sous influence et qui a bien sûr parlé du Maroc, du Sahara, des droits de l'homme. Une émission qui, à notre sens, a perverti deux grands concepts sur lesquels nous reviendrons. Nous recevons avec nous aujourd'hui Hassan Bouharrouti, producteur vivant en Belgique, Absamad Osser, président du conseil régional de la société civile à Casablanca. Merci Absamad. Donc, mes amis, nous avons tous suivi cette émission que nous savons, une émission qui s'inscrit un peu dans la continuité des attaques médiatiques dirigées contre le Maroc, initiées entre guillemets toujours par les mêmes personnes connues maintenant de tous. Et ma première question irait à M. Bouharrouti. Vos films ont été cités, vos productions ont été citées sans que vous soyez vous-même cité dans cette émission. Donc, avant de vous donner la parole, ma question est toute précise. Quelle est votre relation en fait? Est-ce que ces gens ont pris, est-ce que les journalistes qui ont fait cette émission vous ont contacté? J'étais désagréablement surpris d'avoir des films sans site alors que il y a maintenant le nom de tous les ceux qui ont participé à la production de ces films et qui ont été diffusés. Bon. Donc, moi j'étais extrêmement surpris de cette irrégularité dans le contenu de ce reportage qui est en charge du Maroc. Très bien. Donc, nous sommes bien d'accord, c'est ce qui a été repris un peu par beaucoup de journalistes de la communauté journalistique marocaine. Effectivement, ce qui a été relevé, dit et redit, c'est que ce reportage, avec tout le respect qu'on doit à ses confrères d'ailleurs, qu'il y a au moins deux concepts qui ont été pervertis. D'abord, le concept de l'impartialité journalistique, puisque comme vous venez de le dire, il y avait un parti pris, on cite le Qatar Gate dans le titre, on ne parle pas du Qatar pendant l'émission, et puis il y a aussi beaucoup d'irrégularités qu'on citera avec ces OCR. Deuxième concept qui a été perverti, c'est celui de la noblesse des droits humains, puisque nous avons le relevé que sur le reportage, ça parlait un peu de la communauté sahraoui, qui malheureusement aujourd'hui, avec des rapports sûrs, venant de différents horizons, et puis venant de différents pays qui ont relevé la même chose et qui disent que ce sont aujourd'hui des gens, des Marocains séquestrés sur place, qui vivent dans des conditions surhumaines. Ma question revient à Absamad. Que pensez-vous de ces deux points pervertis, l'impartialité journalistique non respectée par ce reportage, mais aussi, puisque je sais que c'est votre champ d'activité principal pendant plusieurs années, l'histoire de la souveraineté marocaine sur le Sahara, qu'ils ont essayé de remettre en question via ce reportage. C'est vraiment dire que le Maroc et la Belgique, le royaume de la Belgique, change vraiment beaucoup de programmes de développement des droits de l'homme, soit au Maroc, soit en Belgique. Ça, c'est un point que c'est initial, parce que c'est le Maroc et la Belgique qui font des programmes de collaboration, des partenariats bilatéraux entre nous et la Belgique, notamment sur le plan sécuritaire. Aussi. On a une très bonne relation d'amitié, de respect et de collaboration. Donc, amitié maroco-belge, faussée un peu par malheureusement ce reportage. Ah oui, mais même si on est sûr que cette petite émission n'a pas touché à toute l'histoire d'amitié entre nous et la Belgique. Ça c'est clair. Ce qui m'a touché, c'est qu'ils ont utilisé de grands mots que j'ai pas compris. Par exemple, ils ont parlé du Maroc comme un pays étrange. La plus grave erreur, c'est le début de l'émission. En fait, dans le journal télévisé de la RTBF, on présente l'émission. Donc, on invite la productrice ou la journaliste qui présente l'émission et pour lui poser la question sur 8 mois d'investigation de l'émission. En fait, c'est un jour de publicité pour l'émission. La journaliste, il commence par dire que le Maroc occupe illégalement le Sahara. Et ça, j'aimerais bien qu'ils voient et qu'ils me disent
d'où il a sorti cette supercherie. C'est incroyable. Les Nations Unies, depuis les années 60, quand le Maroc a déposé aux Nations Unies pour la décolonisation du Sahara par des mains des Espagnols, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un communiqué, une résolution des Nations Unies parlant du Maroc comme étant une puissance occupante illégalement. Il parle de puissance administrante d'un territoire qui est pour le moment au sein des Nations Unies non autonomes et dont le futur, voire dont le statut n'est pas encore défini, mais la résolution des Nations Unies chaque année continue à dire... Avec la présence de MINURSO. Ah mais bien sûr, il faut absolument trouver une solution mutuellement acceptable. Il faut bien le souligner, mutuellement acceptable. Parce que l'autodétermination, c'est quoi? C'est pas implicitement l'indépendance. Il faut qu'il lise un peu. Je crois qu'il y a en Belgique, d'ailleurs, il y a une citation de Mohamed Harboun, qui est quand même le plus grand philosophe contemporain d'origine kabyle algérienne, qui a dit une phrase une fois en Belgique. Moi, j'ai été dans une conférence qui était organisée par l'ULB. Il a dit, je crois qu'en Belgique, il y a une carence intellectuelle. Je crois en Belgique. Alors que normalement, en Belgique, il y a de grands écrivains, il y a de grands historiens, il y a de grands journalistes. Et là, je crois qu'il y a un problème. Il y avait dans ce reportage, et c'est ce qui a été rapporté et par les journalistes marocains qui ont suivi, et par la société civile, il y avait un parti pris. On l'a senti dès le départ. Absolument, absolument. Ce parti pris d'ailleurs, et là pour la petite histoire, c'est pas joli vis-à-vis de nos confrères journalistes belges. La réalité, c'est quand les journalistes essayent d'interviewer 1, 2, 3 personnes qui n'arrivent pas, ça ne veut pas dire que le dossier est difficile, ça veut dire que c'est des journalistes qui se débrouillent mal. Ce sont des journalistes qui ne sont pas arrivés à faire parler leur interlocuteur. Ça veut tout simplement dire qu'ils ne sont pas bons pour l'investigation. Mais je crois que ce genre d'émission, Najiba, on les voyait sur les télévisions algériennes ou du Polisario. Et là, pour la première fois, on voit une émission à charge du Maroc qui dénigre le Maroc sur les chaînes publiques. C'est ça la nouveauté. Un pressentiment que tu es en train de regarder une émission d'une chaîne algérienne proche Polisario, rien à voir avec le droit international. Il faut que les gens connaissent Pierre Gallon, il est connu depuis 1975. Il a non seulement adopté, mais il a parrainé ce dossier. Dans l'émission, il dit, oui, les Algériens me payent 0. Ah, mais à qui dis-tu, hein, franchement? À qui raconte ces salades? Il y a eu le témoignage. Et puis Eric Hagen. Il faut que les gens connaissent qui Eric Hagen. Eric Hagen, c'est depuis 2004, il mène une guerre. D'ailleurs, c'est lui qui est à la base quand on a arraisonné les bateaux marocains qui transportaient le phosphate. Il suivait les bateaux marocains de A à Z. Il a développé au sein du Sahara une armada de gens et d'informateurs qui sont payés. Vous n'allez pas me dire que c'est lui qui sort l'argent de la poche alors qu'il est chômeur au Norvège. Donc c'est ça le problème. Et bien sûr, maintenant, la RTBF, ils vont dire, c'est une émission comme les autres. Non, pas comme les autres. Ils vont dire comme les autres, mais non, pas une émission franchement, c'est une émission pas comme les autres. C'est une tâche, personnellement, parce que on peut la faire passer auprès d'une audience qui ne connaît pas. Mais en tant que journaliste, excusez-moi, c'est Mohamedi, quand on est un journaliste, et quand on fait des enquêtes, et quand on suit d'autres émissions, quand on en fait, on est bien capable de détecter quand il y a un parti pris au départ. Absolument. On est bien capable de détecter quand il y a une émission qui va respecter cette impartialité et donner à toutes les parties la possibilité de parler. Là, il y avait, nous l'avons tous senti, une tentative de diabolisation de tout, de monsieur l'ambassadeur marocain en Belgique. Et ça, c'était une horreur parce que il a le droit de ne pas recevoir. Quand on a parlé de la fameuse association des amis du Maroc, mais c'était à la limite de l'insulte, c'était à la limite, comme vous avez dit tout à l'heure, de la chasse à l'homme. Les autres, mais ces gens ont le droit d'éprouver s'ils ont eu de bonnes relations. Le pire encore, c'est qu'on reproche à l'ambassadeur de défendre les intérêts du Maroc. C'est encore c'est vraiment le monde à l'envers. Pour défendre les intérêts diplomatiques du On lui pays. reproche de
En fait, on lui reproche de faire son travail. C'est encore plus grave. Ce qui est grave, parce qu'ils ont, j'ai même aux gens qui ont créé des instances comme des amis du Maroc, des parlementaires qui défendent les intérêts de la Belgique ou aussi de leurs partenaires stratégiques, là, au Maroc. Ça, c'est grave. Alors, les gens qui sont en train de nous dire qu'ils sont en train de défendre le droit de l'homme au Sahara, puisque au moins, ils ont fait un effort pour ne pas laisser les gens travailler librement qu'ils le font, une approche politique selon leur vision stratégique et politique, et leur dire non, vous n'avez pas le droit de parler du Maroc, parler du Sahara, parler des propositions du Maroc. Moi, je peux vous dire, moi ça fait presque 40 ans que je suis en Belgique, et je peux vous dire que défendre et parler du Sahara publiquement et défendre le Sahara, vous risquez gros en Belgique actuellement. Absolument, ça devient presque du terrorisme intellectuel, quoi. Vous ne pouvez pas dire que le Sahara est marocain en Belgique actuellement. Vous êtes suivi par la sûreté d'État, vous êtes vous êtes blacklisté. Absolument, vous êtes blacklisté. Alors que nous avons, je dirais, nous avons des preuves dans le Sahara. Vous êtes suivi par la sûreté d'État. On va vous envoyer des courriers anonymes pour vous dénigrer. Nous, on va écrire des articles sur vous en tant que... C'est du terrorisme. Et donc, on va rappeler qu'effectivement, cette émission, considérée par journalistes et société civile, c'est une émission qui voulait délibérément attaquer le Maroc sur un sujet très sensible, sur un sujet qui nous concerne un peu tous, qui est la souveraineté du Maroc sur le Sahara. C'est une émission qui a fait appel à des témoignages de personnes connues, de notoriété publique et à l'échelle internationale pour leur attaque historique via le Maroc. Quand on parle de Ignacio Sombrero, on le sait tous, on connaît l'histoire, il faut juste lire l'histoire pour comprendre que c'était vraiment pas le profil non plus à ramener pour témoigner, parce que ça enlève toute crédibilité à l'émission. Pour conclure. Il y a une chose que j'ai envie de rajouter qui est très importante me concernant personnellement, c'est qu'il parlait des documentaires, la marche verte, le Polisario, l'identité d'un franc, en fait, ce sont mes reportages, mais on va pas citer, ils ont dit que c'est l'Atifa Ekbala qui les a réalisés. Oui. Pourquoi? Ça, je me pose la question. Alors, ils auraient dû voir, ils auraient pu, s'ils avaient un peu de jojote, ils auraient pu voir le générique de fin et dire que c'est M. Ibra Hassan, ou bien faire juste un petit googlage pour voir qui est qui. Alors là, je ne comprenais pas pourquoi on les a... Ils ont suivi lors de la réalisation. Voilà, exactement. Moi, je vois que vous êtes aussi concerné par les accusations de cette chaîne belge. Mais bien sûr. De manière indirecte. Ils ont parlé de deux documentaires qui ont été réalisés. Je pense que alors qu'il y en a 5. Logiquement, vous avez droit à un droit de réponse sur la RTBF. J'y pense et ramener même cette soi-disant docteur en droit international qui viennent m'expliquer quels sont où il a trouvé de la propagande dans mes documentaires. Ils sont soumis à critique. Mais à aucun moment il y a de la propagande dans mes documentaires. Tout ce qui est dit dans mes documentaires est vrai et documentaire avec des images, avec des photos, avec des références historiques. Donc on ne vient pas me dire que ils ont parti pris. Excusez-moi, je vais quand même vous dire une chose, c'est Brahouti. Ce sont vos productions, vous en êtes le réalisateur. Ouais. Vous n'avez pas été cité et vous avez Madame Latifa Baella qui a été citée parce que elle, il faut le signaler, est députée. Cela veut dire qu'il y a des enjeux politiques qu'elle est attaquable, alors que vous, honnêtement, vous êtes un producteur. Voilà. Moi, je n'ai pas de mandat politique en Belgique, donc pour le moment, je ne vous représentez pas rien. C'est pas ça. Ça ne rejoint pas le message qui donc ça veut dire qu'il y a quand même un agenda caché dans son documentaire. Et ils ont mis beaucoup l'accent sur son parti politique, le MR, qui dérange en ce moment parce que c'est oui, contre les socialistes. Et on sait très bien que ce sont des socialistes qui mettent la main actuellement sur le conseil de la RTBF. Ah bon, absolument.
Et donc, nous, avec vous, on va lancer notre appel à travers cette petite émission et dire que vous avez droit à vos droits de réponse parce que nous aurons, nous, en tant que Marocains aussi, en tant que praticiens de journalisme, d'avoir des réponses par rapport à tout cela. Moi, ce que j'ai pas compris, parce que dans cette émission, ils ont fait diffuser plusieurs messages, entre parenthèses, erronés. Par exemple, lorsqu'ils parlaient de Pegasus, que le Maroc utilise le Pegasus pour espionner les téléphones des francs prolétariats, etc. Tous les pays, ils utilisent ah oui, Pegasus. Mais parallèlement, j'ai pas compris comment ils ont réussi à avoir des emails secrets entre Madame Latifa et quelqu'un qui s'appelle Karim. Comment ils ont eu ces messages-là? En fait, c'est dû, c'était en 2010, où il y a eu cette fuite massive des documents par certains Coleman, ouais. Et c'est là qu'ils ont mis la main sur des emails. Ils ont mis le ministère des Affaires étrangères, je crois, du service, du ministère de l'Intérieur. Pour aussi, il faut pas ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent un peu de nous faire de la littérature et mêler le Pegasus à toutes les autres. Il faut signaler, et c'est très important à dire, que dans tous les articles qui ont visé cette année le Maroc et les responsables marocains, ils ont fait appel à ces histoires. En fait, ils ont que le Pegasus. Les quelques journalistes poursuivis sont au Maroc. Mais ce qui est le plus grave, à mon sens, c'est quand le fameux avocat a dit que l'ambassadeur s'est adressé à lui avec un ton menaçant, avec un ton. Ça, je pense, c'est même. C'est un peu tiré sur le cheveu. D'utiliser ça dans un reportage et d'essayer d'en convaincre les gens qui le suivent. C'est un manque de respect sans limite vis-à-vis de leur propre audience. Moi, tout ce que je peux vous dire, Madame Najiba, c'est que depuis les accords d'Abraham, le Maroc est soumis à une pression et une propagande à la Goebbels. Surtout l'Europe. C'est pas que c'est vraiment, et surtout, il faut le dire, il faut pas avoir froid aux yeux de le dire, ça vient de l'Algérie. Tout ça, c'est les services de renseignement algériens qui sont derrière. Tout ça bien doté, bien armé, et ils ont des valises d'argent qu'ils mettent à disposition des gens pour mener cette campagne. Et c'est pas fini. Hein. Et surtout après la reconnaissance des États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Disons que l'évolution du Maroc, les pas diplomatiques, les avancées, tout ce qui se passe un peu sur la scène internationale, il y a de quoi faire peur à ceux qui ne tiennent pas le Maroc dans leur cœur. Il y a beaucoup de jalousie. C'est une histoire de positionnement. Mais je pense que pour conclure, il est très important de dire il faut qu'on soit vigilant. Il faut être vigilant, mais que nous sommes un peu tous là. La preuve, on est là. En bons Marocains, en bons citoyens, nous mènerons ce combat comme tant d'autres. Nous croyons en notre pays. Et un dernier mot, certes, ça va? Ah oui, parce que moi, je vais retourner au propos de la dame qui s'est présentée comme quoi c'est une experte dans le droit international, en train de nous donner des leçons dans l'émission, de toute l'émission. Mais moi, j'aimerais vraiment avoir une réponse. Est-ce que la proposition du Maroc pour la solution du Sahara marocain est une solution qui fait partie des solutions proposées par le droit international ou pas? Non, c'est une solution parmi les solutions principales. Pourquoi elle est en train d'ignorer cette solution? De toute façon, en 2007, à partir de 2007 jusqu'à maintenant, on ne parle plus d'autodétermination, on parle de solutions politiques. L'idée sont jetées. La proposition du Maroc en 2007 était saluée par le Conseil de sécurité. C'est partie des solutions déjà intégrées dans le... Et je crois qu'il y a une fatigue internationale de ce conflit. Je crois que le Maroc, le Polisario, il est en train d'agoner. L'Algérie, pareil. C'est un système en désuétude. C'est un système qui s'effrite de lui-même. Donc, je crois que on doit être vigilant, c'est tout. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, et je pense qu'on s'arrêtera là, ce qu'il faut dire, c'est que le Maroc avance à pas sûr. Ce qui est très important à dire, c'est que la machine médiatique n'a jamais réellement représenté les solutions de droit et de toutes les manières, l'émission. Ça reste une émission. Ça reste une émission. Nous aurions aimé
Non, je veux dire, on aurait aimé voir un peu plus de professionnalisme. Ah oui. Ouais. Là, c'est surtout cette impartialité journalistique qui fait mal. Ils auraient pu respecter cette impartialité et ne pas avoir de parti pris. Mais toujours est-il qu'en attendant que M. Bouhrouti ait son droit de réponse, nous y tenons tous, nous saluons tout le monde, y compris nos confrères de la RTBF. Merci. Yeah.